Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec un invité principal aujourd'hui, Thomas Cotinet, qui est directeur de l'Ecolab, le nouveau service créé au sein du ministère de la transition écologique. Sa mission, accélérer cette transition grâce aux innovations, grâce aux startups, aux PME françaises de la tech. Pour le débat, il sera rejoint par Mejda Nadari, qui est la présidente de Green Village, lauréat de Green Tech Innovation. On va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis dans Smart Ideas, une autre lauréate, c'est l'entreprise Circouleur et sa peinture recyclée. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti, c'est Smart Impact. Avec moi, Thomas Cotinet, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour. Donc le directeur de l'Ecolab au sein du ministère de la Transition écologique. C'est quoi l'Ecolab ? Alors, l'Ecolab, c'est une équipe qui a été créée en 2020 et qui a pour principal objectif d'accélérer la transition écologique par l'innovation, avec deux grands leviers. Le premier, animer l'écosystème français de la Green Tech, de l'innovation verte. Et le deuxième, maximiser les politiques environnementales, augmenter leur impact grâce à l'innovation et en particulier grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Si on est dans une vision encore un peu générale, l'idée c'est quoi ? C'est de faire émerger des solutions nouvelles, innovantes ? Oui, alors sur le premier aspect qui est plutôt orienté vers l'entrepreneuriat et la recherche, l'animation de la Green Tech française, nous avons des politiques publiques. On est face à une urgence écologique, il faut réellement accélérer. L'accélération, c'est un mot souvent à la mode dans l'univers des startups, mais face à l'urgence écologique, c'est une réalité. Et pour y arriver, les entrepreneurs qui innovent ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer. Donc on essaye de détecter pour chacun des défis de la transition écologique des solutions très concrètes qui permettent d'avoir de l'impact et rapidement. Et donc il y a notamment un laboratoire d'innovation par la donnée. C'est quoi ça ? De quoi Oui, alors la donnée est un formidable trésor. Si on est capable de la rassembler, de l'exploiter, c'est un terreau d'innovation. Et dans le domaine de la transition écologique, elle permet de mieux cibler, d'être beaucoup plus efficace. Si on veut réussir la rénovation énergétique des bâtiments, ou encore un autre exemple, la santé-environnement, aider les chercheurs français qui travaillent sur l'impact qu'a l'environnement sur la santé, identifier cette donnée, la rendre interopérable, la rendre partageable entre des acteurs publics et privés, ça permet d'innover et ça permet d'avoir de l'impact. Donc il y a cet aspect directement centré vers l'entrepreneuriat, et puis il y a les enjeux de politique publique environnementale, et finalement c'est quoi l'objectif ? C'est de transformer un peu l'action publique en matière de transition écologique, de la rendre plus efficace ? Alors, il y a les deux aspents. Ouais. Il y a avoir un impact écologique plus fort, en matière de mobilité durable, de gestion des bâtiments, d'énergie renouvelable, donc là vraiment avoir plus d'impact environnemental, et effectivement au passage moderniser les administrations qui portent ces politiques publiques avec un service qui est mieux ciblé, avec des décisions en temps réel, grâce à cette donnée et aussi parfois grâce à l'intelligence artificielle qui s'exploite. Il y a déjà des résultats, c'est déjà à l'œuvre, cette utilisation notamment de l'intelligence artificielle pour rendre plus efficace l'action publique. Oui, c'est déjà à l'œuvre. Un des projets sur lesquels on travaille en ce moment, par exemple, c'est celui de la gestion de toutes les données de consommation électrique de la part des particuliers. Ouais. Et on va rajouter une brique sur les données de consommation des véhicules électriques pour faire des préconisations permettant aux entreprises et aux citoyens de faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Un autre exemple, les études d'impact environnemental. Ouais. En France, quand un grand projet existe, qu'il soit industriel ou public, il faut faire une étude d'impact environnemental. Là, l'intelligence artificielle et en particulier le traitement du langage naturel, la transformation des textes, des mots en données, ça permet d'être aussi plus efficace dans la façon de produire ces études d'impact. Est-ce que vous pensez, Thomas Cotinet, que la solution passe par la technologie, que la technologie, c'est tout ou partie du chemin vers la neutralité carbone en 2050 ? Oui, j'y crois très fortement, mais pas au solutionnisme technologique, pas une technologie qui nous fait repousser les efforts et les changements de comportement qu'on doit avoir, qu'on soit une multinationale, un citoyen, une association, une collectivité, mais une technologie qui est directement au service des efforts, par exemple, de sobriété et de recours à des nouveaux modes de consommation. Être sobre, c'est pas si évident que ça. Par exemple, des entreprises qui veulent économiser des matériaux de construction, pour y arriver concrètement, c'est pas évident.
la donnée, l'intelligence artificielle contribue à le faire. Vous êtes haut fonctionnaire et chef d'entreprise. Vous aviez créé le Liberty Living Lab en janvier 2018. Pourquoi ce retour dans l'administration? C'est quoi la motivation de revenir finalement au cœur comme ça d'un ministère? Alors, je n'étais pas fondateur, mais co-dirigeant. Ouais. Et c'était une formidable expérience pendant un peu moins de 3 ans que de co-diriger le Liberty Living Lab, qui était une entreprise spécialisée dans la tech d'intérêt général. Ouais. Voilà, donc je suis revenu pour quelque part poursuivre ce travail, mais en étant directement ancré au cœur du service public. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on garde les mêmes modes d'intervention, qui sont l'entrepreneuriat, l'intelligence collaborative, la créativité, mais on le fait au service à la fois des innovateurs, start-up, PME, chercheurs, et aussi avec les collègues agents publics, qui eux aussi sont très motivés pour innover. C'est une question que je pose souvent aux chefs d'entreprise que je reçois dans cette émission, c'est est-ce qu'ils pensent que le levier finalement privé de l'entreprise, de l'industrie ou de la tech est plus efficace que le levier de l'État? Alors vous qui êtes des deux côtés, qu'est-ce que vous en pensez? C'est complémentaire sûrement, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, moi je crois beaucoup à la notion d'écosystème. Ouais. Et qui fait qu'on ne doit pas opposer le privé, le public, l'entrepreneuriat, les politiques publiques. Si on prend l'exemple de la transition écologique, réussir la transition écologique dans la mobilité, dans la lutte contre le gaspillage, dans la préservation de l'environnement, aussi dans la meilleure gestion des bâtiments, ça implique une forme de chaîne de valeur et d'écosystème où aussi bien les entreprises que les administrations, que les financiers, tout le monde a sa part à jouer. Et la réussite, elle passe plus par des interactions efficaces entre tous ces acteurs que par une performance individuelle uniquement des entrepreneurs ou des administrations. Moi, à titre personnel, je suis vraiment un militant de cette porosité entre l'univers public et privé, ce que montre ma carrière, mon parcours, et à la coproduction. En réalité, on y arrive quand on a travaillé ensemble, quand la réglementation permet aux entrepreneurs d'avoir de l'impact, et quand les innovations conçues par ces entrepreneurs permettent aux administrations d'être efficaces. Oui, parce que c'est intéressant. Parfois, on se rend compte et on s'est rendu compte qu'il faut une réglementation pour impulser. Parce que sinon, le mouvement se fait plus lentement. C'est ça l'idée aussi. Voilà, alors très souvent, la réglementation joue effectivement un rôle d'initiation. Il faut qu'elle ait lieu pas trop tard, mais pas trop vite. Et puis souvent, ces réglementations les plus efficaces, elles aussi, elles ont été co-construites suite à des groupes de travail qui ont mêlé entrepreneurs, innovateurs et administratifs. Donc je suis vraiment convaincu de cet aspect multi-acteur dans l'action publique, mais également dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait qu'on y arrive, et surtout en matière d'impact. Ouais. On va recevoir 2 lauréates de Green Tech Innovation. C'est quoi Green Tech Innovation? Alors Green Tech Innovation, c'est le label de l'État qui nous a conduit à identifier 215 startups qui ont porté des solutions innovantes qu'on a jugées particulièrement impactantes en termes d'impact environnemental, de création d'emplois, mais également qui sont directement au service des objectifs de politique publique de la transition écologique. Voilà, et ce label est aussi un label pour des actions que nous proposons et qui, elles, sont à destination de l'ensemble des Green Tech, qu'elles soient labellisées ou pas. Par exemple, pour faire quoi? Pour les aider à accéder à des clients, et en particulier à des acteurs publics, parce que dans le domaine de la Green Tech, vendre, ça veut souvent dire vendre à des acteurs publics, ce qui n'est pas si simple que ça. Ouais. Est-ce que tous les secteurs sont concernés? Vous dites 215 startups et PME innovantes. Oui, c'est vrai que le champ de la transition écologique est très large, un mot un peu valise. Donc, il y a aussi bien la mobilité durable, l'économie circulaire, avec la transformation, la valorisation des déchets, la production d'énergie renouvelable, l'efficience énergétique, la santé, environnement, la fintech durable, la préservation de l'environnement, la prévention des risques naturels industriels. Donc il y a une dizaine de verticales, la gestion de l'eau, l'éclairage, les services urbains. Et sur chacune de ces verticales, on a des marchés, des technologies. Et l'objectif, c'est qu'émergent de plus en plus d'entrepreneurs porteurs d'innovations efficaces. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des secteurs en retard? Vous voyez ce que je veux dire? Où vous dites, mais c'est pas possible, la Green Tech, là, elle a beaucoup à faire et pour l'instant, ça bouge pas. Alors, il y a des secteurs, j'ai cité la fintech durable. C'est vrai qu'en matière de contribution de la finance à l'impact, à la transition écologique, on estime que l'univers de la finance pourrait encore plus et encore mieux utiliser la technologie pour avoir plus d'impact, être mieux ciblé, encore être plus au service de tout cela. Et après, sinon, de façon plus positive, on a des nouveaux sujets qui émergent, comme celui de la décarbonation de l'industrie,
ou comme celui de l'hydrogène, où là, on estime qu'il y a un input très fort à faire en ce moment pour accélérer les innovations dans ces champs-là. Allez, on rentre dans le détail de cette Green Tech Innovation avec l'une des lauréates Green Village tout de suite. Et donc, comme promis, j'accueille Mejda Nadari, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, bienvenue. Vous êtes la présidente de Green Village, c'est quoi? Alors, Green Village, c'est une solution de gestion des fruits et légumes. Et pour être plus précis, en fait, c'est une solution qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire en digitalisant l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, la rendant intelligente et en permettant en fait aux acteurs de la distribution de pouvoir commander des fruits et légumes dans les bonnes quantités, en respectant la capacité d'écoulement déjà du magasin, et puis en se reliant aux fournisseurs de manière extrêmement rapide et simple, puisqu'on a digitalisé toute la chaîne avec toutes les technologies, donc on aura l'occasion d'en parler je pense, mais notamment de l'intelligence artificielle, de la blockchain, voilà tout ce qui était un peu ésotérique il y a quelques années et qui aujourd'hui rentre complètement dans le langage commun. Donc, on se sert de technologie aujourd'hui pour faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà un sujet plutôt tendance. Oui, et d'importance. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les clients, c'est d'abord des clients grande distribution, parce que ce sont eux qui aujourd'hui malheureusement concentrent malheureusement le plus gros volume du gaspillage, puisque c'est l'effet de chaîne. Et on a aussi des petits primeurs, des petites surfaces qui aujourd'hui ont envie aussi d'entrer dans cette démarche de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Et c'est un enjeu mondial. Quelques chiffres sur ce gaspillage mondial de fruits et légumes. 20 000, j'ai eu du mal à être sûr du chiffre, 20 593 kilos jetés chaque seconde. Voilà, ça représente 375 milliards d'euros de pertes par an, des milliards, 170 milliards de repas perdus, 700 millions de tonnes de CO2 émis. Si on est sur le gaspillage alimentaire en général, Thomas Cotinet, c'est quoi en France, par exemple? Ça représente quoi? Alors, c'est un petit peu plus de 16 milliards. Donc, effectivement, c'est le type même de politique publique sur lesquelles on a besoin d'innovations comme celle de Green Village, parce que l'enjeu est énorme. Pourquoi Green Village vous a séduit? Pourquoi ça rentre pour vous dans ce qu'est Green Tech Innovation? Alors, à chaque fois, quand on source, quand on sélectionne des innovations et des entreprises, on utilise les critères classiques de la sélection d'innovation, donc la promesse de l'innovation technologique, le business model, parfois aussi le profil des dirigeants, et on rajoute d'autres critères qui sont l'adéquation avec nos politiques publiques, avec nos objectifs d'impact. Et la particularité de Green Village, c'est qu'il fait une promesse d'impact systémique. On a tout un secteur qui est concerné, c'est toute la supply chain de l'alimentaire qui est concernée. Donc, au moment où on identifie, on sélectionne la start-up, si elle réussit, elle va permettre à une chaîne de valeur complète. On évoquait tout à l'heure des écosystèmes, elle va permettre à un écosystème complet de progresser. Mejda Nadari, pardon, c'est quoi la technologie embarquée et surtout les usages? Parce que bon, la tech, on s'y perd parfois un petit peu, mais qu'est-ce que ça change à nos usages? Alors, dans les usages, ce que ça va changer. Alors, c'est assez particulier la gestion des fruits et légumes, puisque c'est un actif pas comme les autres. Intrinsèquement, et donc c'est intéressant ce que vous disiez sur un gaspillage systémique et structurel. Un produit sur deux qui est jeté est un fruit et légume. C'est important de le rappeler. Simplement parce que la manière de le gérer aujourd'hui, comme c'est un actif pas comme les autres, il n'est pas codifié. Donc du coup, c'est beaucoup des commandes qui vont se passer au téléphone, qui vont se faire sur papier, sur macro Excel, avec malheureusement parfois plutôt des commandes qui vont se faire à l'intuition. Et on n'est pas du tout connecté avec ses interlocuteurs. Donc la technologie qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est une application. Donc on a l'habitude maintenant d'avoir des applications, on en a tous dans nos téléphones. Donc il faut faciliter en fait l'adoption de la solution, travailler avec les métriques qu'on a aujourd'hui en tant que consommateur client final, comme nous tous les jours au quotidien, et faire en sorte que ça soit une aide et non pas une contrainte. Voilà, il faut que ce soit même ludique. Aujourd'hui, passer sa commande avec Green Village, c'est assez sympa, c'est marrant, c'est sympathique. Voilà, vous avez des photos, vous avez des chats, vous avez des recommandations pour chaque unité de besoin à couvrir. Voilà, tomate, cœur de bœuf, pour ton magasin, dans 2 jours, il faut que tu commandes X kilos de fruits et légumes. Donc, la technologie, elle est complètement transparente pour le client. Il faut qu'il n'en ait pas conscience. Ça doit être hyper simple, très intuitif. On doit s'adresser à tout le monde, depuis celui qui
n'a pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre d'outils à celui qui... Mais comment vous collectez les données si le secteur, au départ, est un peu à la traîne? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, je comprends. En fait, la réalité, c'est qu'on a quand même des historiques. C'est-à-dire le magasin n'est pas dépourvu de données. Donc on part de ces historiques, on rentre ça dans notre base. Et à partir de là, nous, on va laisser tous nos algos travailler et faire les prédictions qui conviennent. Si on n'a pas d'informations, si on n'a rien, mais vraiment rien, l'outil va apprendre. Donc il y a du machine learning qui est dedans. Et puis l'outil va apprendre. On fait quand même quelques paramétrages. Mais au fur et à mesure que vous allez passer vos commandes, l'outil apprend. Et puis vous fait les propositions dans le temps. Ouais, et donc concrètement, ça permet d'éviter des surcommandes. C'est-à-dire que vous le disiez, c'était intuitif et on se retrouvait avec des tomates cœur de bœuf en trop, quoi. Tout simplement. C'est aussi basique que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. C'est extrêmement difficile. Imaginez au quotidien, vous devez avant 8h du matin commander tous les jours des centaines de références sur une offre qui en contient 600. Donc déjà, trouver la référence qui vous concerne, arriver à lire les intitulés pour quelle taille de colisage, quel prix, etc. C'est un travail vraiment titanesque. Un être humain, très sincèrement, moi j'ai fait l'exercice, c'est extrêmement compliqué. Une machine, elle va vous faire un peu comme les chiffres du loto, elle va tout compiler, elle va vous dire tout de suite, ok, c'est cette référence-là, à tel prix, tel colisage. Donc le premier facteur de gaspillage, c'est effectivement, encore une fois, l'inadéquation entre sa capacité d'écoulement d'un côté et la commande qu'on fait de l'autre. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai pu entendre, que le magasin va moins commander ou en tout cas que le producteur va moins gagner d'argent. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on garantit, il y a de la fraîcheur. À partir du moment où vous commandez mieux, les produits sont toujours frais dans le magasin. Donc vous allez adresser votre offre à une clientèle qui va être satisfaite, qui va être contente de venir chez vous pour s'approvisionner. Et puis vous allez, ce qu'on observe, diminuer votre démarque d'un côté, mais augmenter en fait votre panier moyen et augmenter en réalité votre chiffre. Donc on fait plus de commandes, sauf que c'est des commandes de produits frais. Là la différence. Thomas Cotinet, l'accompagnement dans le cadre de GreenTech Innovation, ça consiste en quoi? Il y a des boosters visibilité, commercial et réseau, digital, commande publique. Je voudrais insister sur l'aspect commande publique. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme Green Village ou globalement pour les lauréats, ceux qui sont sélectionnés dans GreenTech Innovation? Alors c'est extrêmement important. Sur les 215 lauréats, on en a 140 qui en fait vivent directement de la commande publique. C'est-à-dire sur les différents marchés qu'on a évoqués, sur la mobilité, sur l'énergie renouvelable, sur la transformation, la valorisation des déchets par exemple, très souvent, en haut de la chaîne de valeur du marché, comme grand donneur d'ordre, nous avons des acteurs publics. Et donc les startups, les PME doivent être capables de vendre aux acteurs publics. Et en Europe, il y a un droit de la commande publique qui est très, très codifié, qui est décliné en France dans ce qu'on appelle le Code des marchés publics. C'est pas si évident que ça. C'est deux mondes qui s'ignorent un petit peu. Les acheteurs publics ont souvent été formés pour sécuriser juridiquement les marchés et parfois aussi pour acheter le moins cher possible. C'est deux facteurs qui peuvent être un peu averses à la prise de risque, averses à l'innovation. Et puis les startups, de leur côté, elles peuvent voir ça comme des démarches administratives un peu ingrates et puis un petit peu risquées, une perte de temps, alors qu'en fait, le business, derrière, passe par là, et également l'impact. Et donc voilà, donc on essaye de mieux se matcher ces deux univers. Mais c'est quoi? C'est un annuaire en quelque sorte, intégrer un annuaire qui doit être assez recherché, quoi. Alors il y a plusieurs initiatives. Donc il y a un annuaire effectivement. Donc on a fait un annuaire dédié, donc de l'ensemble des startups GreenTech qui ont des solutions pour les acteurs publics. Et on a aussi, ça va peut-être vous faire sourire, on a imaginé le Tour de France des donneurs d'ordre GreenTech. C'est un mot un petit peu vintage. C'est-à-dire qu'on choisit un territoire. On choisit un marché, par exemple en septembre on était à Lille sur le marché du bâtiment durable, de la ville durable, et on met en avant des success stories de startups qui ont réussi à vendre et à collaborer avec des acteurs publics. On déconstruit un petit peu tout ça, on le met en avant pour donner envie et aider à d'autres startups de faire de façon identique, et on organise des rendez-vous d'affaires, donc on fait en sorte que tout ça se traduise par des rencontres très concrètes. Lors du meet-up d'octobre, on a eu 2000 rendez-vous d'affaires sur 4 jours. Voilà, qu'on essaye de démultiplier et de précipiter des collaborations qui sinon n'auraient pas lieu. Mejdan Hadari, ça représente quoi pour vous d'être lauréat de GreenTech Innovation? On est très fiers et on vous remercie beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Alors, moi, ce qui me rassure, on vit une époque assez extraordinaire avec pas mal de changements et
beaucoup ont été déçus en fait par la Convention climat, par tout ce qu'on doit faire. Alors je dis pas, on doit sauver la planète. Je suis pas un porte-drapeau ou un étendard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une prise de conscience collective aujourd'hui qui est faite. Donc, à ma hauteur et à ma mesure, on essaie de faire en sorte, d'apporter notre pierre à l'édifice et d'avoir d'être lauréat. C'est une consécration aussi. C'est aussi un marqueur que, on est dans la direction de faire évoluer positivement les choses. On parlait de booster visibilité, ça donne de la visibilité aussi aujourd'hui. Voilà, c'est une bonne réponse. Voilà. Oui, nous, on démarre le programme, mais il y a énormément de choses que le ministère propose pour les startups comme les nôtres, avec des rendez-vous, comme vous le disiez, des rendez-vous d'affaires. Le pitch investisseur. Le pitch investisseur, exactement. Alors, c'est quoi le pitch investisseur? Le pitch investisseur, parce que nous cherchons des fonds, chers amis, chers camarades qui peuvent nous regarder. Faites passer le message, la caméra est là. Je suis ravie de vous rencontrer pour pouvoir effectivement vous proposer d'investir dans Green Village. On fait des meet-up investisseurs parce que le vrai sujet pour nous, c'est on n'est pas en train d'évangéliser un marché, on est en train de raconter qu'on peut travailler différemment et qu'on peut travailler mieux pour apporter un peu de la répartition de la valeur, répartir mieux la valeur, et en particulier pour les producteurs dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ça fait partie aussi des acteurs que l'on touche aujourd'hui. Donc c'est important, c'est une population extrêmement importante pour Green Village. L'objectif, c'est que on inverse un petit peu la tendance, parce qu'on a encore un produit sur deux qu'on va sourcer à l'étranger, vous savez. Donc, alors qu'on a traversé une crise, on a démontré qu'en termes de résilience alimentaire, on avait aussi des marges de progression. Donc, arriver à s'implanter durablement dans notre territoire, arriver à travailler effectivement de manière collaborative avec le ministère, avec toutes les instances qui peuvent être autour, tout cet écosystème très riche, ça va nous permettre vraiment d'entrer durablement dans ce qu'on essaie de faire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source, pour changer les choses de manière structurelle et systémique et d'y aller fort, parce que c'est un temps important pour nous. Donc je le dis avec de manière un peu peut-être pas aussi structurée que je l'aurais souhaité, mais c'est fondamental. Donc oui, Green Tech Innovation, moi je le recommande à tout le monde de passer par on a la chance, en tout cas, d'avoir ces politiques publiques qui nous accompagnent. Il y a la visibilité, effectivement. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt. Et justement, ça rejoint ce que vous venez de dire, qui est lancé en ce moment, c'est ça? C'est une fois par an. Et c'est maintenant. Il a été ouvert le 6 décembre jusqu'au 21 janvier. Donc, tout est disponible sur greentechinnovation.fr, greentechinnovation.fr. Donc, c'est le moment où nous identifions et nous sélectionnons la prochaine promotion des startups et des PME à Green Tech. Ouais, donc ça veut dire, c'est quoi? Vous allez en sélectionner plusieurs dizaines, plusieurs centaines? C'est quoi à peu près le ratio entre le nombre de propositions et la sélection? Alors c'est à peu près 1 sur 8, 1 sur 10. D'accord. Donc ça fera entre 20 et 30. Voilà, et qui sont sélectionnés sur les différentes verticales que j'évoquais, donc mobilité, bâtiment, énergie, par des jurys d'experts, et donc en accordant une importance toute particulière à l'impact généré par leur solution. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent à Green Village et bravo encore une fois d'avoir été sélectionné. Une autre lauréate de Green Tech Innovation va nous rejoindre tout de suite. On va recycler les peintures. Bonjour Maëlys Gros, bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de Circouleur que vous avez créé en 2017. Quelle bonne idée. Comment vous est venue cette bonne idée? Alors, elle m'est venue parce que, à la fois, je suis chimiste de formation, mais aussi je suis bricoleuse. Donc, je me suis retrouvée, comme tout à chacun, à la fin de mes travaux de peinture, avec un peu de peinture qui restait au fond du pot. Et où je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle n'allait jamais pouvoir être recyclée, elle allait être uniquement incinérée. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ouais. Oui, vous cherchiez aussi à vous engager d'une certaine façon par votre métier, par votre activité économique. C'était une volonté, ça? Oui, alors j'ai toujours voulu que mon travail serve à un impact positif, mais à ce moment-là, j'étais en plus dans une phase où je voulais créer mon entreprise et pour moi, il fallait forcément que ça ait du sens. Donc ça a complètement matché avec à la fois
mes capacités techniques et puis mon désir de faire quelque chose de positif. Bon, donc il y a une bonne idée. Après, il faut la mettre en œuvre. Est-ce que la filière existait? Quels freins vous avez pu rencontrer pour créer Circouleur? Alors la filière n'existait pas du tout, c'est nous qui l'avons créée. Ouais. Et donc pour pouvoir, une filière de recyclage, ça se fait pas tout seul. Donc il faut trouver les partenariats pour pouvoir récupérer ces déchets de peinture. Trouver aussi techniquement comment est-ce qu'on peut la recycler, parce que c'est un vrai challenge technique. Et puis après, trouver des clients pour nous l'acheter, notre peinture à la fois professionnelle et grand public. Techniquement, justement, c'était quoi le défi à relever? Alors, on parle d'un mélange de vieilles peintures qui sont dans un état un peu disparate et il faut arriver à une peinture qui soit qualitative, L'enjeu, c'est vraiment d'être sur une peinture qui soit aussi bien qu'une peinture de grande marque, qui soit de bonne qualité, quoi. Et donc, oui, il a fallu faire beaucoup d'essais, beaucoup de recherche et développement pour pouvoir arriver à ça. Elle a une autre qualité, c'est que quand elle a déjà été ouverte une fois, d'une certaine façon, donc elle dégage moins de produits, on va dire, chimiques dans l'atmosphère quand on ouvre le pot de peinture. C'est ça, elle est meilleure pour la qualité de l'air intérieur. Ouais. En fait, les composés organiques volatiles qui sont présents dans toutes les peintures, comme ils sont déjà partis, finalement, nous, dans la nôtre, il n'y en a quasiment plus. Ouais. Mais elle est aussi efficace. C'est quoi la gamme de couleurs? Il y a quelle gamme de couleurs aujourd'hui chez Circouleur? On a 14 couleurs et on a du blanc mat, du blanc satin, une sous-couche aussi. Donc ça nous permet vraiment de répondre aux besoins parce qu'en plus, ces couleurs qu'on a choisies, on les a choisies avec un cabinet de tendance pour que ce soit vraiment des couleurs qui donnent envie, qui soient belles, qui soient chics, qui donnent envie aux clients. Quelques chiffres trouvés en préparant cette interview. 28 millions de litres de peinture incinérée chaque année en France. Ça représente 150 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est juste énorme. Mais c'est aussi un potentiel pour l'entreprise. C'est-à-dire c'est un potentiel énorme à recycler. Mais oui, tout à fait. Donc nous, on essaye de voir le côté positif de ça, c'est que derrière, il y a tout ce travail à faire en France, mais pas seulement, dans le reste de l'Europe aussi. Vous avez donc remporté vous faites partie des lauréats de Green Tech Innovation. Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre? Alors déjà, c'est une reconnaissance parce que Green Tech Innovation, c'est pas juste un concours, c'est le ministère de la Transition écologique. Ouais. Donc c'est vraiment, ça montre la reconnaissance de la part du ministère, notre légitimité. Et puis après, c'est plein d'opportunités, du coup, à la fois des opportunités de visibilité, des opportunités de rencontres avec des investisseurs, des aides pour des choses très administratives, donc pour nous aider à décrypter certaines choses. Donc c'est un peu multifacette. Oui. On parlait avec Thomas Cotinet juste avant des marchés publics. Est-ce que c'est un secteur que vous imaginiez pouvoir intégrer? Et est-ce que le fait d'être Green Tech Innovation, ça vous ouvre cette porte? Alors, nous, on s'y était déjà un petit peu attaqué avant, sur les marchés publics. Donc, mais effectivement, ça reste quelque chose de hyper complexe et où on s'est dit, waouh, le temps qu'on a passé là-dessus à essayer de comprendre. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de choses, d'ateliers, en fait, d'outils qui nous permettent de simplifier ça et de le rendre plus accessible. C'est quoi les perspectives là dans on va dire à 1 ou 3 ans pour Circouleur? Élargir la gamme, je sais pas, aller au-delà du marché français, c'est quoi vos ambitions? Alors nous, ça va être dans l'immédiat de nous doter de notre propre atelier de fabrication. Parce que pour l'instant, la dernière étape vraiment d'appliquer notre formule, elle est faite en sous-traitance et là, ça va être de la faire en interne. Okay. Et puis ensuite, ça va être effectivement de commencer à aller voir sur les pays voisins, puisque tout reste à faire encore en Europe. Merci beaucoup Maëlys Gros d'être venue présenter Circouleur et qui donc fait partie des lauréats de la Green Tech Innovation. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par Thomas Cotinet et donc par le ministère de la Transition écologique. Si vous avez des solutions tech en matière de transition écologique, n'hésitez pas à aller sur le site du ministère. Merci encore d'avoir participé à notre émission. Je voudrais remercier également les équipes de Bismart qui m'accompagnent dans la préparation de ce Smart Impact et je vous dis à demain. Salut.